Bonjour à toutes et tous, bienvenue à l'événement INRIA Faites la science. Alors je me présente, je suis Justine Gallet et je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour animer ce décryptage qui vous est proposé par Antoine Rousseau. Alors avant de commencer, peut-être un petit mot sur l'événement. INRIA, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, eh bien c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Et cette année, eh bien, nous vous donnons rendez-vous jusqu'au 11 octobre pour une fête de la science 100% dématérialisée. Ce sera l'occasion pour vous bien, de découvrir des projets de recherche en sciences du numérique, leurs applications et leur impact en lien avec la nature. Alors, vraiment, on a essayé de vous proposer un programme complet, diversifié et qui va traiter de plusieurs thématiques. Il y en aura une chaque jour. Donc, il y en aura vraiment pour tous les âges, petits, grands et pour tous les goûts. Et donc, ces rendez-vous, ce sera bien sûr l'occasion pour vous d'échanger en direct et de découvrir nos scientifiques. Alors, je suis donc ravie aujourd'hui de retrouver Antoine Rousseau, chercheur INRIA, sur son sujet Immersion au cœur d'un tsunami. Alors, tout d'abord, bonjour Antoine. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases, s'il te plaît? Bonjour Justine, bonjour à tous. Oui, je suis donc chercheur INRIA au centre INRIA Sophie Antipolis Méditerranée et je dirige une équipe de recherche à Montpellier qui s'appelle LEMON, qui travaille autour des mathématiques appliquées autour des sciences du littoral. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons évoquer le thème de l'océan et plus précisément des tsunamis et de l'outil Tsunami Lab. Avant de commencer, je vous informe juste qu'un chat est à votre disposition, juste à côté de la vidéo. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Nous avons un modérateur, Fabrice, qui prendra en compte chacune de vos questions, qui va suivre ce live tout au long de la séance et qui me les remontera. Et donc, je pourrai poser au fur et à mesure vos questions à Antoine. Écoute Antoine, je te passe la parole et tu vas pouvoir nous présenter donc ton sujet. Tsunami Lab, une plateforme interactive pour la simulation et la visualisation de tsunamis. Merci beaucoup Justine. Donc, rebonjour à toutes et tous. Donc, je vais effectivement vous parler de cet outil Tsunami Lab, qui est un outil numérique pour la simulation de tsunami, avec lequel vous allez pouvoir jouer à la fin de cette séance. C'est un outil de ce qu'on appelle de vulgarisation ou de médiation scientifique, c'est-à-dire c'est le résultat d'un travail qui a été fait par l'Institut dans le but d'être utilisé par des enfants, des gens dans les musées, etc. Donc ce n'est pas directement un outil de recherche, mais c'est vraiment une application de la recherche qui est faite dans nos équipes sur des sujets grand public, on va dire. Donc je vais commencer par une petite vidéo qui va nous permettre de remettre un petit peu le sujet du tsunami au centre du débat, puisque voilà, il s'agit aussi de savoir de quoi on parle exactement. Donc je démarre cette courte vidéo. Dans les années 60, après le tsunami de Valdivia au Chili, les travaux sur les systèmes d'alerte au tsunami pour l'océan Pacifique ont commencé. Depuis, le Japon a lancé un plan d'études pour atténuer les effets des tsunamis. En 2004, le tremblement de terre en Indonésie a été l'événement le plus dévastateur en termes de pertes humaines dans les dernières décennies. En 2010, après le séisme de Maolé au Chili, malgré l'échec des systèmes officiels d'alerte au tsunami et d'intervention d'urgence, il y a eu un plan d'évacuation adéquat qui a permis de réduire considérablement le nombre de victimes. En raison de la libération constante d'énergie depuis son noyau, les tremblements de terre se produisent en continu depuis l'existence même de la Terre. Aussi, certaines plaques tectoniques se déplacent l'une sur l'autre et les frottements induits provoquent le stockage de grandes quantités d'énergie. L'énergie s'accumule lorsqu'une plaque descend sous une autre. Une fois libérée, elle génère des vagues en eau profonde qui peuvent devenir des tsunamis. Les plaques tectoniques sont donc responsables du plus grand nombre de séismes provoquant des tsunamis. Nous devons faire une distinction entre l'épicentre d'un tremblement de terre et la zone de rupture qui définit l'état initial du tsunami. Le mouvement soudain des plaques et la libération de toute cette énergie génèrent finalement des ondes sismiques qui se propagent rapidement en produisant des tremblements de terre. En même temps, ce mouvement produit une perturbation de la surface de l'océan qui se propage sous forme de tsunami.
Contrairement aux ondes sismiques, les tsunamis peuvent parcourir des milliers de kilomètres, causant des dégâts à l'échelle mondiale. Lorsqu'un tsunami se déplace dans l'eau, sa vitesse varie en fonction de la profondeur. C'est le principe de réfraction. Un tsunami peut se propager à la vitesse d'un avion au milieu de l'océan et ralentir à l'approche des côtes, tout en augmentant son amplitude, devenant alors plus lent qu'une voiture ou même qu'une personne. Combien de temps faut-il pour qu'un tsunami voyage de l'Indonésie à l'Afrique, du Chili à l'Alaska? Avec Tsunami Lab, répondez vous-même en utilisant vos propres mains et apprenez ce qu'est vraiment un tsunami. Voilà, donc après cette petite vidéo d'introduction, je vais vous montrer un petit peu comment est construit ce logiciel. Enfin, ça va être très rapide. Et puis, surtout, on va pouvoir l'utiliser ensemble. Je vais vous montrer comment, sur un site Internet, vous pourrez vous-même aller créer un tremblement de terre virtuel, bien entendu, qui pourra créer des tsunamis sur la surface de l'océan. Donc, je vais juste commencer par un tout petit rappel de ce qu'est notre équipe. Donc, je vous ai dit, je travaille à Montpellier dans une équipe projet qui s'appelle Lemon. Et Lemon, ça veut dire littoral, environnement, modèle et outils numériques. Donc, vous voyez que notre zone de travail, c'est tout ce qui se passe autour de la zone littorale, à la fois en mer, du côté évidemment des modèles océaniques, mais aussi à l'intérieur des terres avec des modèles d'inondation. Malheureusement, il y a eu une actualité assez brûlante sur ce sujet. Et bien voilà, dans notre équipe qui est constituée des 11 personnes que vous voyez sur la droite, travaille à la fois sur des problématiques d'éoliennes, de couplage de modèles en hydrodynamique, je vais en parler un tout petit peu tout à l'heure, encore une fois, de simulation d'inondation dans des zones urbaines et côtières comme la ville de Montpellier, qui est souvent atteinte d'inondation à cause des phénomènes cévenols. Des problèmes de pollution aussi. Ici, vous voyez un lac en Chine, mais ce genre d'études se fait aussi, par exemple, dans le bassin de Thau, qui est juste à côté de chez nous. Et puis, on travaille aussi sur des événements extrêmes. Les événements extrêmes, pour nous, ce sont voilà, des événements, encore une fois, qui sont pas forcément dramatiques, mais qui souvent le sont malheureusement, et qui sont, d'un point de vue mathématique, d'un point de vue statistique, caractérisés par une faible occurrence, mais une forte intensité. Et donc, ce sont des outils statistiques qui sont utilisés aussi dans l'équipe pour travailler sur tous ces sujets. Voilà, donc on est une équipe de chercheurs et d'enseignants-chercheurs commune à l'INRIA, le CNRS, l'Université de Montpellier et l'IRD. Voilà, ça c'est pour la présentation générale de notre équipe. Alors, les tsunamis, vous l'avez entendu dans la vidéo qui vient de passer, les enjeux sont absolument considérables. Hein. C'est dramatique, mais il faut quand même le rappeler parce que, comme ce sont des événements qui sont assez rares, on a tendance à les oublier. Sumatra, en 2004, souvenez-vous, hein, un énorme tsunami lié évidemment à un tremblement de terre d'une grande importance, avec plus de 200 000 victimes. Le Chili, en 2010, hein, le fameux tsunami de Maolé, qui a été évoqué aussi dans la vidéo, où là, bien l'intensité était un petit peu moins importante, mais il y a quand même eu quelques victimes et surtout des gros dégâts. Enfin, il y a quand même eu 156 victimes, mais plus de dégâts, paradoxalement, qu'à Sumatra. Et puis au Japon, en 2011, vous vous souvenez évidemment de ce qui s'est passé à Fukushima, avec beaucoup de victimes et des milliards et des milliards de dollars de pertes. Tous ces chiffres proviennent d'une étude qui est mentionnée dans le bas par des chercheurs américains qui continuent de compter le coût de ces événements qui, encore une fois, sont absolument considérables. Donc, l'enjeu ici, c'est d'essayer de comprendre, de mieux anticiper finalement l'arrivée d'un tsunami, quand on le peut, puisque malheureusement, parfois, le tremblement de terre a lieu juste à côté de la côte, et donc on n'a que quelques minutes ou quelques dizaines de minutes pour évacuer. Et donc, il s'agit voilà, de sensibiliser les populations à l'importance de ces événements et l'importance aussi de se protéger, de savoir comment réagir, où aller, etc. Et donc, moi, j'ai travaillé au Chili en 2016. Hein, c'était d'ailleurs à cette période qu'on a créé Tsunami Lab. Et au Chili, il y a une vraie préoccupation du gouvernement, de l'État,
pour que les populations soient bien informées, bien éduquées, y compris chez les enfants. C'est pour ça que je vous ai dit que cette vidéo était accessible dès 7 ans, parce que effectivement, il est important que toute la population soit sensibilisée et soit consciente des enjeux qu'il y a derrière ces tremblements de terre qui peuvent créer des tsunamis. Alors, la recette pour modéliser un tsunami, je vais faire un tout petit peu de mathématiques et de physique, mais vraiment très très peu. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences particulières dans un domaine ou dans l'autre. Je vais essayer d'expliquer ça très très doucement. Vous avez un petit schéma avec trois jolis mots en anglais qui sont deep water, shoaling et breaking, mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire. C'est simplement, vous voyez l'eau de mer qui est sur la gauche du dessin, qui est dans les océans au large, on va dire, donc au milieu de l'océan Atlantique ou Pacifique, par exemple. Ensuite, vous avez cette zone intermédiaire qui est la zone de shoaling, qui est située entre 10 et 100 mètres des côtes en moyenne. C'est l'endroit où les vagues commencent à se former à cause de l'interaction avec le sol. En fait, les vagues se forment tout simplement parce qu'elles viennent frotter contre le sol qui est la topographie, tout simplement, qui peut être sableuse, rocheuse, etc. Et puis, ces vagues se déforment jusqu'à casser, donc c'est la zone de surf ou de rupture des vagues, etc., hein, quand les rouleaux se forment. Et donc là, on est vraiment sur la plage, en fait. Eh bien, vous voyez, ces trois zones-là correspondent évidemment à des molécules d'eau qui sont exactement les mêmes de part et d'autre, et pourtant, les équations qui vont servir à modéliser chacun de ces phénomènes sont différentes. C'est-à-dire que, eh bien, on ne va pas considérer les mêmes hypothèses physiques pour se placer dans une ou dans l'autre de ces situations. Alors, une fois qu'on sait dans quelle situation on se trouve, et une fois qu'on peut dire quelles sont les hypothèses physiques qui vont gérer, entre guillemets, la modélisation de ces équations, eh bien, on peut utiliser des équations mathématiques qui vont permettre justement de décrire mathématiquement ce domaine. Alors, je vais prendre ici la zone intermédiaire, la zone de shoaling dans laquelle les vagues se déforment. Et vous allez voir qu'on obtient des équations extrêmement compliquées qu'il ne s'agit absolument pas d'expliquer aujourd'hui. Hein. Donc, tout simplement, je veux juste vous dire que ces équations complexes, elles mélangent la vitesse de l'eau, la hauteur, vous voyez, h de l'eau dans la colonne, ce qu'on appelle la colonne d'eau. Le fond ici, vous voyez le petit trait qui est au fond du dessin, qui mesure qui représente la topographie du sol, etc., etc. Donc, toutes ces variables, on appelle ça des variables, sont liées dans des équations très compliquées, qu'on appelle des équations aux dérivées partielles et qui sont non linéaires, qui dépendent du temps et de l'espace, puisque les vagues se déforment à la fois dans le temps et dans l'espace. Et ces modèles mathématiques servent pour tout simplement décrire, simuler les différents régimes qu'on a pu voir tout à l'heure. Et encore une fois, celles que vous voyez ici, ce sont peut-être les plus complexes. Ce sont des équations qui servent dans la zone de déformation, la zone où les vagues se forment, qui est cette zone, encore une fois, située entre 10 et 100 mètres de la côte. Et puis, une fois qu'on a terminé, entre guillemets, cette modélisation mathématique, il faut traduire ces équations pour l'ordinateur. Donc, on est dans l'Institut des sciences du numérique, hein, et donc, encore une fois, les équations que vous voyez là sont des objets mathématiques continus, et on va les passer à un ordinateur avec ce qu'on appelle des maillages. Donc, on va regarder nos différents domaines de calcul avec un ordinateur. Alors, vous voyez là, par exemple, la traduction numérique de ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez 3 photos d'un même relief, qui est le relief des Alpes, vu par ordinateur, entre guillemets, à différentes résolutions. Résolution, ça veut dire que, tout simplement, l'appareil photo avec lequel vous êtes en train de regarder le relief des Alpes, il est à 1 mégapixel d'un côté et puis peut-être 100 mégapixels de l'autre. Et vous voyez évidemment que plus on va vers la droite, plus l'image est précise. Plus l'image est précise. Et qu'est-ce que ça veut dire que cette image est précise? Pour nous, mathématiciens, numériciens, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que si on fait les choses correctement, le résultat de la simulation qui va s'appuyer sur le relief de droite, si je fais de la météo pour le relief des Alpes, la simulation qui va s'appuyer sur le relief de droite va être beaucoup plus précise que celle qui s'appuie sur la modélisation du modèle de gauche, puisque tout simplement, j'ai une meilleure définition des différents relevés topographiques de la région. En revanche, le calcul qui va me permettre d'obtenir un résultat numérique dans la zone de droite va nécessairement être plus long.
garder l'image de la photographie encore de tout à l'heure. Certes, une image avec 10 mégapixels, elle est de meilleure définition qu'avec un seul mégapixel, mais elle est aussi plus lourde et donc plus difficile à manœuvrer pour votre ordinateur. Il faut des ordinateurs plus puissants. Autrement dit, quand on fait des systèmes d'alerte ou de météo, il faut absolument trouver un compromis entre la définition que vous voulez avoir, c'est-à-dire la précision de la météo ou du calcul de tsunami que vous voulez obtenir, et en même temps le temps de calcul, parce que si votre calcul il met 2 jours à être obtenu par l'ordinateur et qu'au bout de 20 minutes, vous avez une vague qui arrive, ben, votre calcul il sert tout simplement à rien. Au contraire, si vous avez une météo qui est calculée pour dans une semaine, eh bien, on a le temps, entre guillemets, de faire le calcul de prévision, et donc on peut se permettre d'avoir des résolutions qui sont un peu plus fines qu'une simulation qui mettrait que quelques heures. Voilà. Donc, encore une fois, tout ça, c'est une histoire de compromis entre, d'une part, la qualité de la prévision que je souhaite avoir, et d'autre part, le coût numérique que ça va engendrer pour mon ordinateur, pour mon système d'ordinateur, puisque, en général, ce genre de calcul utilise une grande panoplie d'ordinateurs qui calculent en parallèle, etc., avec des gros systèmes informatiques. Alors ici, je reviens au Tsunami. En fait, Tsunami Lab a une particularité. Donc, je vous l'ai dit, c'est un outil de médiation scientifique. C'est un outil qui n'utilise qu'un seul ordinateur et il utilise le vôtre. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, vous allez charger une page web, quand je vous donnerai l'adresse à la fin, et vous pourrez charger une page web qui va vous permettre de faire le calcul directement dans votre ordinateur, sans que vous n'ayez rien à faire, etc. Évidemment, toutes les équations sont cachées derrière, donc vous ne verrez rien de tout ça, mais vous pourrez simuler votre propre tsunami grâce à la mémoire vive de votre ordinateur, essentiellement. Donc, pour pouvoir faire ça, évidemment, le modèle a été simplifié, on dit qu'on a pris un modèle un peu linéaire, et la résolution n'est pas au centimètre carré, évidemment, hein, surtout si on regarde une surface comme celle de la Terre. Donc, je vais maintenant vous passer une deuxième petite vidéo, en fait, dans laquelle... Oui, vas-y, il y a des questions peut-être. Je me permets, oui, nous avons une question. Vas-y, parfait. Est-ce qu'on peut avoir des dégâts sans tsunami avec des vagues de tempête, par exemple? Est-ce que ça va se calculer de la même manière? Alors, oui, bien sûr, il existe d'autres types de vagues ou de phénomènes de submersion que les tsunamis, hein, bien entendu. Il existe aussi des vagues qui s'appellent les vagues scélérates, qui sont créées, entre guillemets, spontanément, qu'on comprend encore relativement mal, d'ailleurs, dans les océans, et qui, au final, créent des vagues d'une grande amplitude qui arrivent sur les côtes, etc. Donc, oui, ce sont des choses qui sont tout à fait possibles. Et puis, on peut avoir tout simplement des submersions liées à des phénomènes météo avec du vent et donc des vagues qui vont passer par-dessus des digues, etc. Hein. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des vagues de 30 mètres, comme c'est le cas avec certains tsunamis, pour avoir des gros dégâts dans des villes. Effectivement, les submersions peuvent venir de différents phénomènes. Ensuite, par contre, ce qui est intéressant, c'est que si ce sont des vagues qui sont produites loin du bord, loin de la côte, comme les tsunamis ou les vagues scélérates, les modèles mathématiques qui servent à les simuler sont les mêmes. Même si ce ne sont pas les mêmes origines physiques, derrière, le modèle mathématique qui va permettre de les simuler et qui est emprunté à Monsieur de Saint-Venant, donc on parle des équations de Saint-Venant ou équations de shallow water en anglais, ces équations-là sont similaires, on va dire, en tout cas pour des phénomènes physiques qui pourtant sont assez différents. D'accord, merci. Donc, je vais vous montrer ce qu'on voit sur le site internet de Tsunami Lab, et je vais commenter un tout petit peu la démonstration. Donc, c'est une vidéo sans le son, hein, et donc, vous voyez, donc ça, c'est l'interface. Alors, elle est en espagnol parce que c'est quelque chose qui a été fait au Chili, mais c'est assez facile à comprendre. Donc, à gauche, vous avez la barre de couleur qui vous permet de savoir si la vague est entre moins 10 mètres ou 10 mètres au-dessus du niveau des mers, 10 cm, pardon. Je vais y revenir justement. Pourquoi c'est des centimètres? Vous avez le temps qui défile ici. Donc, vous voyez le tsunami, hein, qui se propage à partir du tremblement de terre. Donc, ça, c'est le tremblement de terre historique de 1960 au Chili, à Valdivia, donc au sud du Chili, presque au début de la Patagonie, le 22 mai 1960. Et donc, vous voyez ces espèces de
de vagues successives qui sont parties de l'épicentre et qui se propagent tout au long de l'océan Pacifique. Et je le disais à l'instant, vous voyez que ce sont des vagues qui font à peu près une dizaine de centimètres de haut. Et c'est une des caractéristiques des tsunamis, hein. Ce sont des vagues qui, au large, sont très, très, très peu hautes. Ce sont des vagues d'une très, très, très faible amplitude. Mais en revanche, comme vous l'avez vu dans la toute première vidéo tout à l'heure, quand cette vague s'approche de la côte, d'une part, elle ralentit, et d'autre part, elle monte. Et elle monte avec des quantités d'eau qui sont absolument gigantesques et qui donc peuvent provoquer des vagues très très hautes. Donc là, vous avez vu, avec le petit pins qui est en bas, qui est en forme de vague, j'ai créé un autre tsunami, alors celui-ci complètement inventé, hein, au milieu de l'Atlantique Nord, avec un tremblement de terre de plus de 8. Donc c'est absolument pas possible, hein, tout simplement, vu l'état des plaques tectoniques à cet endroit-là. Mais voilà, ça permet de faire comme s'il y avait un tsunami qui se passait au milieu de l'Atlantique Nord. Voilà. Et donc, vous voyez que les vagues, hein, s'arrêtent quand elles touchent les côtes. Donc, on ne voit pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne voit pas l'impact que peut avoir le tsunami sur les terres. On n'est pas capable de zoomer, encore une fois, c'est un outil de médiation, hein, donc on n'est pas capable de zoomer pour aller dire si la vague elle faisait telle ou telle hauteur, si elle était à tel endroit ou tel endroit, et si évidemment telle ou telle maison ou tel village a été impacté. Là, c'est vraiment de la modélisation qu'on appelle à grande échelle. Voilà. D'accord. Alors, j'ai une petite question, Antoine. Est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles avec les services météo? Et si oui, de quel pays? Alors, non, pas du tout les services météo, hein, parce que là, le tsunami a vraiment rien à voir avec la météo. En revanche, évidemment, les gens qui travaillent sur les tsunamis travaillent avec les personnes qui s'intéressent aux tremblements de terre. Et donc, en fait, ce qui crée le tsunami, hein, comme c'était indiqué dans la toute première vidéo, c'est un tremblement de terre. Alors, tous les tremblements de terre ne créent pas des tsunamis. Il faut d'abord qu'ils aient lieu en mer. Et puis ensuite, il faut quand même des conditions initiales un peu particulières. Il faut qu'il y ait une vague qui soit créée, etc. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas toujours très, très bien. Donc, en tout cas, quand il y a un tremblement de terre de forte intensité en mer, alors il y a une alerte tsunami qui est lancée, notamment dans les pays qui sont proches de l'endroit où s'est produit ce tremblement de terre. Mais il faut que le tremblement de terre ait lieu en mer. S'il a lieu dans les terres, en fait, le tremblement de terre, il est localisé. Donc, contrairement au tsunami, il va rester... l'impact va être limité autour de la zone du tremblement de terre. Alors, cette zone peut être plus ou moins grande suivant l'intensité du tremblement de terre, évidemment, mais ça va s'arrêter au bout de quelques centaines de kilomètres maximum, hein. Et alors que le tsunami qui a eu lieu en 1960 au Chili, il a traversé le Pacifique et il a créé des dégâts au Japon le lendemain. Hein, la vague a traversé le Pacifique à la vitesse d'un avion à peu près, hein. Je vous ai dit que c'était une vague qui n'était pas du tout importante, mais par contre qui voyage très très vite et qui embrasse des larges quantités d'eau parce que la bande d'eau, elle est large de plusieurs dizaines de kilomètres. Donc même si c'est sur 10 cm de haut, ça fait des volumes monstrueux. Et quand c'est arrivé au Japon, ça a créé des dégâts. Voilà. Donc il y a cette particularité qui fait que contrairement au tremblement de terre, le tsunami peut aller très très loin en fait. Et du coup, suite à ce que tu nous expliques, on peut se poser la question, est-ce que tu vas être en lien avec des organismes de surveillance, de sécurité, pour justement essayer de développer l'outil et permettre d'alerter les populations? Alors, merci pour la question. Donc, sur la photo que vous voyez, là, le jeune homme qui est tout à gauche avec un t-shirt bleu, qui s'appelle José Galas, est effectivement en contact avec la Sûreté nationale au Chili pour justement ce type d'application. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une application pour sensibiliser les gens. Et d'ailleurs, vous voyez sur la photo de droite, hein, c'était une expo dans un musée où là, en fait, on projetait l'écran du tsunami sur une table ronde, en fait, hein. Vous voyez la sphère qui est au niveau du genou des enfants. Bah voilà, en fait, ils avaient la possibilité avec une manette de PlayStation de faire tourner la Terre et ensuite de lancer leur tsunami, etc. Donc ça, c'est une installation qu'on a à Montpellier que malheureusement, je ne peux pas vous montrer compte tenu des conditions. Mais pour une prochaine fête de la science, on pourra très bien l'utiliser. En revanche, voilà, ça reste aujourd'hui un outil de médiation, de sensibilisation pour que les enfants, les adultes, etc., puissent
puisse ne pas oublier tout simplement ce qu'est un tsunami, parce qu'au Chili, par exemple, entre 1960 et 2010, il n'y a pas eu de gros tsunamis, de gros tremblements de terre. Et finalement, en 50 ans, les gens ont presque oublié ce qu'était un tsunami. Et en 2010, il y a des villages qui ont été rayés de la carte, qui avaient déjà été rayés de la carte en 1960. Donc c'est la preuve que si on ne fait pas un minimum de pédagogie et de formation auprès des jeunes, eh ben on finit par oublier en fait ces phénomènes-là qui, encore une fois, je le disais au tout début, sont très rares. Et donc du coup, comme ils sont très rares, on peut les oublier, sauf qu'ils sont aussi très, très graves. Donc il ne faut surtout pas les oublier. Pour finir sur ta question, Justine, il est prévu que ce doctorant, en fait, ce jeune homme-là, José, vienne travailler à Montpellier à partir de février prochain pour justement étudier la possibilité de transformer cet outil de médiation en un outil vraiment de prédiction, cette fois-ci, qui pourrait être utilisé, par exemple, par le ministère de l'Intérieur ou ce genre de choses pour des tsunamis en Guadeloupe, parce que la Guadeloupe est un département d'outre-mer qui est exposé en France au risque de tsunami. Et dans ce cas-là, on pourrait plus faire tourner Tsunami Lab sur notre ordinateur tout seul dans notre coin, parce qu'on ferait tourner des modèles beaucoup plus compliqués, beaucoup plus non linéaires et qui prendraient beaucoup plus de ressources informatiques, mais évidemment qui permettraient d'être beaucoup plus précis et pourquoi pas de faire de la gestion de risque opérationnelle cette fois-ci pour du risque de tsunami. D'accord. Écoute, super, merci beaucoup. Alors, ça a suscité d'autres questions. On en a deux. Première question d'Éric. Quelle est l'explication de l'eau qui se retire lors des tsunamis ? Tout simplement, en fait, c'est ce qui est créé par le tsunami, c'est une première vague, mais ensuite il y a une dépression. Donc, si vous refaites la simulation tout à l'heure du tsunami en regardant l'échelle qui était sur le côté gauche, sur tsunamilab.cl, je vous donnerai le lien à la fin, vous verrez que la vague, elle est à plus 10 et moins 10 cm au-dessus du niveau des mers. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a une partie qui est au-dessus, une partie qui est en dessous, c'est comme une sinusoïde ou et du coup, par rapport au niveau moyen de la mer, vous allez avoir une surélévation, et puis ensuite, au contraire, la mer qui se retire, et puis derrière, vous allez à nouveau avoir une deuxième vague, etc. Et au passage, j'en profite pour dire que la première vague de tsunami n'est pas toujours la plus dangereuse. Il arrive que ce soit la deuxième ou la troisième qui soit la plus dangereuse, qui en plus arrive après les deux premières, donc du coup qui a déjà fragilisé un peu le système côtier. Donc voilà, il faut faire attention, c'est pas parce que la vague est passée qu'il ne va plus rien se passer. En revanche, ce qui est assez incroyable dans les tsunamis, et peut-être c'est lié aussi à la question pourquoi on voit la mer se retirer, c'est surtout les échelles de temps, parce qu'en fait, entre deux vagues, il va se passer plusieurs longues minutes. Ce sont encore une fois des vagues qui sont très particulières, qui sont d'une très très grande longueur d'onde, on appelle ça, et donc du coup, elles sont très importantes, mais elles n'arrivent pas toutes les 5 secondes comme arrivent les vagues qu'on a sur le bord de la mer. Donc, on voit cette immense quantité d'eau arriver, puis se retirer, et puis à nouveau arriver, etc. Et on peut avoir 3 vagues en 1 heure. Donc c'est vraiment c'est très impressionnant parce que justement, il y a tout ce temps entre deux vagues qui intervient. Et ce retrait des eaux, effectivement. D'accord. Écoute, merci. On va prendre une dernière question. Donc celle de Pierre, tu as abordé un petit peu le sujet quand même tout à l'heure. La gravité de l'impact sur le littoral est-il différent selon que le tsunami ait lieu loin ou près des côtes ? Alors, c'est une très bonne question. Il y a 2 façons de répondre à cette question. Il y a une première façon, c'est de dire si personne ne fait rien. Si personne ne fait rien, un tsunami, il est quasiment aussi dangereux s'il se passe au milieu de l'océan Pacifique ou à quelques kilomètres des côtes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce mécanisme a pour particularité de très peu déformer la vague. Autrement dit, le tsunami va très peu s'atténuer entre la création au milieu du Pacifique et son arrivée sur la côte. D'accord ? Donc, finalement, il est aussi dangereux s'il arrive d'un côté ou de l'autre. En revanche, et c'était le deuxième aspect de ils sont finalement mis à l'abri. Et donc, c'est pour ça que le tsunami qui a lieu à 10 km des côtes ou qui a lieu à 1000 km des côtes, il n'a pas du tout le même impact sur la population. Voilà. Alors, on va prendre d'autres questions. Merci à tous. N'hésitez pas dans le chat. Alors, c'est une question de Florian. Est-ce que les modèles sont partagés entre les différents gouvernements instituts ou est-ce qu'ils sont protégés ?
Alors, ça, c'est une très bonne question aussi. Les modèles qui sont utilisés sont publiés dans la littérature scientifique, donc qui est accessible parfois modulo un abonnement à des journaux scientifiques. Mais oui, ce sont des choses qui sont connues, partagées au niveau international, etc. Il y a une vraie communauté autour de tout ça, donc, et les scientifiques y ont accès, oui. Ok, eh bien, merci beaucoup. La différence, peut-être, juste un point important, parce qu'à l'INRIA, on produit beaucoup de logiciels. Il y a une différence entre les connaissances qui, encore une fois, sont partagées et les logiciels qui sont utilisés, qui, eux, peuvent être propriétaires ou open source. Donc, propriétaire, ça veut dire qu'il y a une licence et on ne peut l'utiliser que si on achète le logiciel. Et open source, dans le cas de Tsunami Lab, par exemple, c'est open source. Donc, ça veut dire que non seulement le code est disponible pour qui veut l'utiliser, mais les sources du code sont disponibles en ligne et quelqu'un qui voudrait modifier le moteur de calcul de Tsunami Lab pourrait le faire. Voilà. Donc, c'est vraiment, on peut ouvrir le capot, quoi, tout simplement. Ok. Alors, une question de Véronique maintenant. Est-ce qu'un tsunami serait possible en France métropolitaine? Tout est toujours possible. Tout est toujours possible, mais c'est extrêmement peu probable. Et puis, encore une fois, voilà, on peut jamais dire jamais. Hein, les plaques tectoniques, il y en a autour de nous. Vous savez qu'il y a des tremblements de terre, notamment en Méditerranée. On en a eu quelques-uns dans le sud de la France et surtout en Italie ces dernières années. Donc oui, un tsunami en Méditerranée, par exemple, n'est pas complètement impossible, mais c'est quand même assez hautement improbable. D'accord. Voilà. Question de Yann maintenant. Est-ce qu'on donne des noms aux tsunamis? C'est vrai qu'on donne des noms aux tempêtes, mais est-ce qu'on en donne aux tsunamis? Alors, à ma connaissance, non. Bon, après, je suis pas non plus un. Voilà, moi, je suis mathématicien. Je suis pas sur le terrain non plus. Mais je pense qu'on nomme les tsunamis par leur épicentre, la ville à laquelle ils sont rattachés au niveau du tremblement de terre. Donc voilà, on parle du tsunami de Maolé au Chili, on parle de Sumatra, on parle de Fukushima au Japon, etc. Mais à ma connaissance, on ne leur donne pas de petits noms, non. D'accord. Alors, autre question, celle de Pierre. L'impact d'un tsunami est-il différent selon la constitution du fond marin? Selon que c'est des roches, des cailloux, du sable? Alors, oui, c'est une très bonne question. En fait, oui, en fait, dans la toute première vidéo, vous vous souvenez, on a vu que le tsunami, il passe de la vitesse d'un avion à la vitesse d'une voiture, puis à la vitesse d'un piéton quasiment, grâce au phénomène de frottement en fait de l'eau sur le fond de l'océan. Et donc, ce frottement, il va être différent suivant le type de matériau qu'il y a au fond, donc du sable, de la roche, etc. Et donc, la déformation de la vague va être différente. Et donc, effectivement, oui, deux vagues exactement similaires, le même tremblement de terre, etc., qui arriveraient sur deux côtes tout à fait comparables, etc., mais juste avec un fond qui change, aurait effectivement un impact différent sur le littoral. Puisqu'encore une fois, le frottement est différent et donc la déformation de la vague sera différente. Et au final, les vagues qui vont se projeter sur le littoral seront différentes. Donc oui, ça a un impact. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y a potentiellement des petits problèmes d'image, donc veuillez nous excuser. Ce sont les aléas du direct. Donc, de toute façon, l'atelier touche à sa fin. Alors, pour conclure, Antoine, j'aurais une dernière question. J'aimerais te poser, j'aimerais savoir, est-ce que tu pourrais nous dire en une phrase ou un mot ce que t'évoque l'idée des sciences du numérique dans la relation entre l'humain et la nature, s'il te plaît? Alors, je dirais le mot incertitude. L'incertitude qu'on étudie, nous les chercheurs, pour pouvoir la réduire grâce à nos modèles et à notre travail, et l'incertitude aussi qu'en tant que citoyen, on doit accepter dans finalement la grandeur de la nature qu'on n'est pas toujours capable de modéliser. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Donc, cet atelier est terminé. Un grand merci, Antoine, pour toutes tes explications, toutes tes réponses. Et donc, j'invite tout simplement, excuse-moi, les gens à aller sur tsunabilab.cl s'ils le souhaitent pour s'amuser, entre guillemets, à créer des tremblements de terre et des tsunamis. Voilà. Et comme on l'a dit, voilà, l'outil est gratuit et donc accessible par tout le monde et également les enseignants. S'il y en a parmi vous, n'hésitez pas à l'utiliser en classe avec vos élèves.
Alors, j'en profite pour vous remercier également, cher public, pour vos questions, pour ces échanges vraiment très enrichissants. Alors, cet atelier est terminé. Je vous donne rendez-vous à 14 h avec Rosanne Uchirobira et Denis Efimov pour savoir comment les huîtres nous aident à évaluer la qualité de l'eau. Et je vous invite également à aller sur notre site web www.inria.fr pour découvrir le programme complet de cette fête de la science 100% dématérialisée. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, des likes, des commentaires. Voilà, partagez si ça vous a plu, ça nous fera plaisir et voilà, on répondra à vos différents commentaires. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente fête de la science, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.